Chapitre 7. Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi, et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnai donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Harbourg. Étais-je convaincu de ce que je venais d'apprendre? N'avais-je pas subi la domination du professeur Lidenbrock? Devais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre? Venais-je d'entendre les spéculations insensées d'un fou ou les déductions scientifiques d'un grand génie? En tout cela, où s'arrêtait la vérité, où commençait l'erreur? Je flottais entre 1000 hypothèses contradictoires sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant, je me rappelais avoir été convaincu, quoique mon enthousiasme commençât à se modérer, mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion. Oui, le courage ne me pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, 1 heure après cette surexcitation tomba. Mes nerfs se détendirent et des profonds abîmes de la terre, je remontai à sa surface. C'est absurde, m'écriai-je. Cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. Cependant, j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait. Pressentiment justifié, car j'aperçus bientôt ma petite Groben, qui, de son pied lest, revenait bravement à Hambourg. « Groben !» lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta un peu troublée, j'imagine, de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En 10 pas, je fus près d'elle. « Axel !» fit-elle surprise. « Ah, tu es venu à ma rencontre, c'est bien cela, monsieur. » Mais, me regardant, Groben ne put se méprendre à mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc ?» dit-elle en me tendant la main. « Ce que j'ai, Groben, m'écriai-je. En 2 secondes et en 3 phrases, ma jolie Virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien? Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler. « Axel, me dit-elle enfin, ma chère Groben, ce sera là un beau voyage. » Je bondis à ces mots. « Oui, Axel, un voyage digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelque grande entreprise. » « Quoi, Groben, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition? »« Non, cher Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerai volontiers, si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. » « Dis-tu vrai? »« Je dis vrai. » « Ah, femme, jeune fille, cœur féminin toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. La raison n'a que faire auprès de vous. Quoi? Cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition. Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure. Elle m'y poussait, moi qu'elle aimait cependant. J'étais déconcerté. Et pourquoi ne pas le dire, honteux? Groben, repris-je, nous verrons si demain tu parleras de cette manière. Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. Groben et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisé par les émotions de la journée. Après tout, pensais-je, les calendes de juillet sont encore loin et d'ici là, bien des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Königstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché suivant son habitude et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir. Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur. Je le trouvais criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée. La vieille servante ne savait où donner de la tête. « Mais viens donc, Axel, hâte-toi donc, malheureux !» s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçut. « Et ta malle qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. » Je demeurai stupéfait. La voix me manquait. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots. « Nous partons donc ?»« Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là. »« Nous partons ?» répétai-je d'une voix affaiblie. « Oui, après-demain matin, à la première heure. » Je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans ma petite chambre.
Il n'y avait plus à en douter. Mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage. L'allée était encombrée d'échelles de cordes à nœuds, de torches, de gourdes, de crampons de fer, de pics, de bâtons ferrés, de pioches, de quoi charger 10 hommes au moins. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain, je m'entendis appeler de bonne heure. J'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte. Mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots « Mon cher Axel ?» Je sortis de ma chambre. Je pensais que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie allaient produire leur effet sur Graben et changer ses idées. « Ah, mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux et que la nuit t'a calmé. »« Calmé » m'écriai-je. Je me précipitai vers mon miroir. Eh bien, j'avais moins mauvaise mine que je ne le supposais. C'était à n'y pas croire. « Axel, me dit Graben, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté ses projets, ses espérances, pourquoi et comment il espère atteindre son but. Il y parviendra, je n'en doute pas. Ah, cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend M. Lidenbrock et rejaillira sur son compagnon. Au retour, Axel, tu seras un homme son égal, libre de parler, libre d'agir, libre enfin de... » La jeune fille rougissante n'acheva pas. Ces paroles me ranimaient. Cependant, je ne voulais pas croire encore à un autre départ. J'entraînai Graben vers le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons ? » « Comment, tu en doutes ? » ?»« Non, dis-je afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. » « Mais le temps qui fuit avec une vitesse irréparable. Cependant, nous ne sommes qu'au 26 mai et jusqu'à la fin de juin. Et crois-tu donc ignorant qu'on se rende si facilement en Islande ? Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais amené au bureau office de Copenhague chez Liffender & Co. Là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service le 22 de chaque mois. Eh bien, si nous attendions au 22 juin, nous arriverons trop tard pour voir l'ombre du Scartaris caresser le cratère du Sneffels. Il faut donc gagner Copenhague plus vite pour y chercher un moyen de transport. Va faire ta malle. Il n'y avait pas un mot à répondre. Je remontai dans ma chambre. Graben me suivit. Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre dans une petite valise les objets nécessaires à mon voyage. Elle n'était pas plus émue que si ce fût agi d'une promenade à Lübeck ou à Heligoland. Ses petites mains allaient et venaient sans précipitation. Elle causait avec calme. Elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition. Elle m'enchaînait et je me sentais une grosse colère contre elle. Quelquefois, je voulais m'emporter, mais elle n'y prenait garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne. Enfin, la dernière courroie de la valise fut bouclée. Je descendis au rez-de-chaussée. Pendant cette journée, les fournisseurs d'instruments physiques, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. La bonne Marthe en perdait la tête. « Est-ce que monsieur est fou ?» me dit-elle. Je fis un signe affirmatif. « Et il vous amène avec lui ?» Même affirmation. « Où cela ?» dit-elle. J'indiquai du doigt le centre de la terre. « À la cave ?» s'écria la vieille servante. « Non, dis-je enfin, plus bas. » Le soir arriva. Je n'avais plus conscience du temps écoulé. « À demain matin, dit mon oncle, nous partons à 6 heures précises. » À 10 heures, je tombai sur mon lit comme une masse inerte. Pendant la nuit, mes terreurs me reprirent. Je la passais à rêver de gouffres. J'étais en proie au délire. Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur entraîné, abîmé, enlisé. Je tombai au fond d'insondables précipices avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace. Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. Je me réveillai à 5 heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table. Il dévorait. Je le regardais avec un sentiment d'horreur, mais Graben était là. Je ne dis rien. Je ne pus manger. À 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. « Et ta malle, me dit-il. » « Elle est prête, répondis-je en défaillant. « Dépêche-toi donc de la descendre ou tu vas nous faire manquer le train. »
Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et, laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Groban les rênes de sa maison. Ma jolie Virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Groban, m'écriai-je, va, mon cher Axel. Va, me dit-elle, tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Groban dans mes bras, et je pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille du seuil de la porte nous adressèrent un dernier adieu, puis les 2 chevaux excités par le sifflement de leur conducteur s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Chapitre 8. Altona, véritable banlieue de Hambourg, et tête de ligne du chemin de fer de Kiel, qui devait nous conduire au rivage des Beltes. En moins de 20 minutes, nous entrions sur le territoire du Holstein. À 6h30, la voiture s'arrêta devant la gare. Les nombreux colis de mon oncle et ses volumineux articles de voyage furent déchargés, transportés, pesés, étiquetés, rechargés dans le wagon de bagages, et à 7 heures, nous étions assis l'un vis-à-vis de l'autre, dans le même compartiment. La vapeur siffla, la locomotive se mit en mouvement. Nous étions partis. Étais-je résigné? Pas encore. Cependant, l'air frais du matin, les détails de la route rapidement renouvelés par la vitesse de train me distrayaient de ma grande préoccupation. Quant à la pensée du professeur, elle devançait évidemment ce convoi trop lent au gré de son impatience. Nous étions seuls dans le wagon, mais sans parler. Mon oncle revisitait ses poches et son sac de voyage avec une minutieuse attention. Je vis bien que rien ne lui manquait des pièces nécessaires à l'exécution de ses projets. Entre autres, une feuille de papier pliée avec soin portait l'entête de la chancellerie danoise avec la signature de M. Christiansen, consul à Hambourg et l'ami du professeur. Cela devait nous donner toute facilité d'obtenir à Copenhague des recommandations pour le gouverneur de l'Islande. J'aperçus aussi le fameux document précieusement enfoui dans la plus secrète poche du portefeuille. Je le maudis du fond du cœur et je me remis à examiner le pli. C'était une vaste suite de plaines peu curieuses, monotone, limoneuse et assez féconde. Une campagne très favorable à l'établissement d'un railway et propice à ces lignes droites si chères aux compagnies de chemin de fer. Mais cette monotonie n'eut pas le temps de me fatiguer, car 3 heures après notre départ, le train s'arrêtait à Kiel, à 2 pas de la mer. Nos bagages étant enregistrés pour Copenhague, il n'y eut pas à s'en occuper. Cependant, le professeur le suivit d'un œil inquiet pendant leur transport au bateau à vapeur. Là, ils disparurent à fond d'eau cale. Mon oncle, dans sa précipitation, avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau qu'il nous restait une journée entière à perdre. Le steamer l'Eleonora ne partait pas avant la nuit. De là, une fièvre de 9 heures pendant laquelle l'irascible voyageur envoya à tous les diables l'administration des bateaux et des railways et le gouvernement qui tolérait des pareils abus. Je dus faire un chorus avec lui quand il entreprit le capitaine de l'Eleonora à ce sujet. Il voulait l'obliger à chauffer sans perdre un instant. L'autre l'envoya promener. À Kiel comme ailleurs, il faut bien qu'une journée se passe, à force de nous promener sur les rivages verdoyants de la baie au fond de laquelle s'élève la petite ville, de parcourir les bois touffus qui lui donnent l'apparence d'un nid dans un faisceau de branches, d'admirer les villas pourvues chacune de leurs petites maisons de bains froids afin de courir, et de mon gré, nous atteignîmes 10 heures du soir. Les tourbillons de la fumée de l'Eleonora se développaient dans le ciel. Le pont tremblotait sous les frissonnements de la chaudière. Nous étions à bord et propriétaires de 2 couchettes étagées dans l'unique chambre du bateau. À 10h15, les amarres furent larguées et le steamer fila rapidement sur les sombres eaux du Grand Belt. La nuit était noire, il y avait belle brise et forte mer, quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres. Plus tard, je ne sais où, un phare à éclat étincela au-dessus des flots. Ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée. À 7 heures du matin, nous débarquions à Culshire, petite ville située sur la côte occidentale de Sealand. Là, nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer, qui nous emportait à travers un pays non moins plat que les campagnes du Holstein.
C'était encore 3 heures de voyage avant d'atteindre la capitale du Danemark. Mon oncle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son impatience, je crois qu'il poussait le wagon avec ses pieds. Enfin, il aperçut une échappée de mer. Le Sund, s'écria-t-il. Il y avait sur notre gauche une vaste construction qui ressemblait à un hôpital. C'est une maison de fous, dit un de nos compagnons de voyage. Bon, pensai-je, voilà un établissement où nous devrions finir nos jours. Et si grand qu'il fût, cet hôpital serait encore trop petit pour contenir toute la folie du professeur Lidenbrock. Enfin, à 10 heures du matin, nous prenions pied à Copenhague. Les bagages furent chargés sur une voiture et conduits avec nous à l'hôtel du Phoenix d'Ambredgall. Ce fut l'affaire d'une demi-heure, car la gare est située en dehors de la ville. Puis mon oncle, faisant une toilette sommaire, m'entraîna à la suite. Le portier de l'hôtel parlait allemand et l'anglais. Mais le professeur, en sa qualité de polyglotte, l'interrogea en bon danois, et ce fut en bon danois que ce personnage lui indiqua la situation du muséum des antiquités du Nord. Le directeur de ce curieux établissement où sont entassées des merveilles qui permettaient de reconstruire l'histoire du pays avec ses vieilles armes de pierre, ses hanapes et ses bijoux, était un savant, l'ami du consul de Hambourg, monsieur le professeur Thomson. Mon oncle avait pour lui une chaude lettre de recommandation. En général, un savant en reçoit assez mal un autre. Mais ici, ce fut tout autrement. Monsieur Thomson, un homme serviable, fit un cordial accueil au professeur Lidenbrock et même à son neveu. Dire que son secret fut gardé vis-à-vis de l'excellent directeur du muséum, c'est à peine nécessaire. Nous voulions tout bonnement visiter l'Islande, un amateur désintéressé. Monsieur Thomson se mit entièrement à notre disposition. Nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance. J'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument, mais il n'en fut rien. Une petite golette danoise, la Valkyrie, devait mettre à la voile le 2 juin pour Reykjavik. Le capitaine Monsieur Bjarne se trouvait à bord. Son futur passager, dans sa joie, lui serra les mains à les briser. Ce brave homme fut un peu étonné d'une pareille étreinte. Il trouvait tout simple d'aller en Islande puisque c'était son métier. Mon oncle trouvait cela sublime. Le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment. Mais nous n'y regardions pas de si près. « Soyez à bord mardi à 7 heures du matin, » dit M. Bjarne, après avoir empoché un nombre respectable de spéciers de l'art. Nous remerciâmes alors M. Thomson de ses bons soins et nous revînmes à l'hôtel du Phoenix. « Cela va bien, cela va très bien, » répétait mon oncle. « Quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir. Maintenant, déjeunons et allons visiter la ville. » Nous nous rendîmes à Kongennietorv, place irrégulière où se trouve un poste avec 2 innocents, canons braqués qui ne font peur à personne. Tout près au numéro 5, il y avait une restauration française tenue par un cuisinier nommé Vincent. Nous y déjeunâmes suffisamment pour le prix modéré de 4 marks chacun. 2 francs 75 centimes environ. Puis je pris un plaisir d'enfant à parcourir la ville. Mon oncle se laissait promener. D'ailleurs, il ne vit rien. Ni l'insignifiant palais du roi, ni le joli pont du XVIIe siècle qui enjambe le canal devant le muséum, ni cet immense cénotaphe de Thorvaldsen, orné de peintures murales horribles et qui contient à l'intérieur les œuvres de ce statuaire, ni dans un assez beau parc, le château bonbonnière de Rosenborg, ni l'admirable édifice Renaissance de la Bourse, ni son clocher fait avec les queues entrelacées de 4 dragons de bronze, ni les grands moulins de remparts dont les vastes ailes s'enflaient comme les voiles d'un vaisseau au vent de la mer. Quelle délicieuse promenade nous eussions faite, ma jolie Virlandaise et moi, du côté du port où les 2 ponts et les frégates dormaient paisiblement sous leur toiture rouge, sur les bords verdoyants du détroit, à travers ces ombrages touffus au sein desquels se cache la citadelle, dont les canons allongent leurs gueules noirâtres entre les branches des sureaux et des saules. Mais hélas, elle était loin, ma pauvre Groben, et pouvais-je espérer de la revoir jamais? Cependant, si mon oncle ne remarqua rien de ces sites enchanteurs et fut vivement frappé par la vue d'un certain clocher situé dans l'île d'Amak, qui forme le quartier sud-ouest de Copenhague. Je reçus l'ordre de diriger nos pas de ce côté. Je montai dans une petite embarcation à vapeur qui faisait le service des canaux, et en quelques instants,
Elle accosta le quai de Dockyard. Après avoir traversé quelques rues étroites où des galériens vêtus de pantalons mi-partis jaunes et gris travaillaient sous le bâton des argousins, nous arrivâmes devant Fort Frelsers-Kirk. Cette église n'offrait rien de remarquable, mais voici pourquoi son clocher assez élevé avait attiré l'attention du professeur. À partir de la plateforme, un escalier extérieur circulait autour de sa flèche, et ses spirales se déroulaient en plein ciel. « Montons, dit mon oncle. »« Mais le vertige, répliquai-je. Raison de plus, il faut s'y habituer. Cependant, viens te dis-je, ne perdons pas de temps. » Il fallut obéir. Un gardien qui demeurait de l'autre côté de la rue nous remit une clé, et l'ascension commença. Mon oncle me précédait d'un pas alerte. Je le suivais, non sans terreur, car la tête me tournait avec une déplorable facilité. Je n'avais ni l'aplomb des aigles, ni l'insensibilité de leurs nerfs. Tant que nous fûmes emprisonnés dans la vis intérieure, tout alla bien. Mais après 150 marches, l'air vin me frappait au visage, nous étions parvenus à la plateforme du clocher. Là commençait l'escalier aérien, gardé par une frêle rampe, et dont les marches de plus en plus étroites semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais, m'écriai-je. « Serais-tu poltron par hasard ? Monte !» répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales. Mes jambes se dérobaient, je grimpais bientôt sur les genoux, puis sur le ventre, je fermais les yeux. J'éprouvais le mal de l'espace. Enfin, mon oncle me tirait par le collet. J'arrivais près de la boule. « Regarde, me dit-il, et regarde bien, il faut prendre des leçons d'abîme. » J'ouvris les yeux, j'aperçus les maisons aplaties et comme écrasées par une chute au milieu du brouillard des fumées. Au-dessus de ma tête passaient des nuages échevelés, et par un renversement d'optique qui me paraissait immobile, tandis que le clocher, la boule, moi, nous étions entraînés avec une fantastique vitesse. Au loin d'un côté s'étendait la campagne verdoyante, de l'autre étincelait la mer sous un faisceau de rayons. Le Sund se déroulait à la pointe d'Elseneur, avec quelques voiles blanches, véritables ailes de Goéland. Et dans la brume de l'Est ondulaient les côtes à peine estompées de la Suède. Toute cette immensité tourbillonnait à mes regards. Néanmoins, il fallut me lever, me tenir droit, regarder. Ma première leçon de vertige dura 1 heure, quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues. J'étais courbaturé. « Nous recommencerons demain, » dit mon professeur. Et en effet, pendant 5 jours, je repris cet exercice vertigineux et bon gré mal gré, je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations. Chapitre 9. Le jour du départ arriva. La veille, le complaisant M. Thompson nous avait apporté des lettres de recommandation pressantes pour le comte Tramp, gouverneur de l'Islande, M. Picturson, le coadjuteur de l'évêque, et M. Finsen, maire de Reykjavik. En retour, mon oncle lui octroya les plus chaleureuses poignées de main. Le 2, à 6 heures du matin, nos précieux bagages étaient rendus à bord de la Valkyrie. Le capitaine nous conduisit à des cabines assez étroites et disposées sous une espèce de rouffle. « Avons-nous bon vent ?» demanda mon oncle. « Excellent, répondit le capitaine Bjarne. Un vent de sud-est. Nous allons sortir du Sund, grand largue et toute voile dehors. » Quelques instants plus tard, la goélette, sous sa misaine, sa brigantine, son hunier et son perroquet, appareilla et donna à pleine toile dans le détroit. Une heure après, la capitale du Danemark semblait s'enfoncer dans les flots éloignés et la Valkyrie rasait la côte d'Elseneur. Dans la disposition nerveuse où je me trouvais, je m'attendais à voir l'ombre d'Hamlet, errant sur la terrasse légendaire. « Sublime insensé, disais-je, tu nous approuverais sans doute. Tu nous suivrais peut-être pour venir au centre du globe chercher une solution à ton doute éternel. Mais rien ne parut sur les antiques murailles. Le château est d'ailleurs beaucoup plus jeune que l'héroïque prince de Danemark. Il sert maintenant de loge somptueuse aux portiers de ce détroit du Sund où passent chaque année 15 000 navires de toutes les nations. Le château de Kronborg disparut bientôt dans la brume, ainsi que la tour d'Helsingborg.
élevée sur la rive suédoise, et la goélette s'inclina légèrement sous les brises du Kattegat. La Valkyrie était fine voilière, mais avec un navire à voile, on ne sait jamais trop sur quoi compter. Elle transportait à Reykjavik du charbon, des ustensiles de ménage, de la poterie, des vêtements de laine et une cargaison de blé. 5 hommes d'équipage, tous danois, suffisaient à la manœuvrer. « Quelle sera la durée de la traversée » demanda mon oncle au capitaine. « Une dizaine de jours, répondit ce dernier, si nous ne rencontrons pas trop de grains de nord-ouest par le travers des Féroé. Mais enfin, vous n'êtes pas sujet à éprouver des retards considérables ? Non, monsieur Lidenbrock, soyez tranquille, nous arriverons. » Vers le soir, la goélette doubla le cap Skagen à la pointe nord du Danemark, traversa pendant la nuit le Skagerrak, rangea l'extrémité de la Norvège par le travers du cap Lindenes et donna dans la mer du Nord. 2 jours après, nous avions connaissance des côtes d'Écosse, à la hauteur de Peterhead, et la Valkyrie se dirigea vers les Féroé en passant entre les Orcades et les Shetland. Bientôt notre goélette fut battue par les vagues de l'Atlantique. Elle dut louvoyer contre le vent du nord et n'atteignit pas sans peine les Féroé. Le 8, le capitaine reconnut Myganès, la plus orientale de ces îles, et à partir de ce moment, il marcha droit au cap Portland, situé sur la côte méridionale de l'Islande. La traversée n'offrit aucun incident remarquable. Je supportais assez bien les épreuves de la mer, mon oncle, à son grand dépit, et à sa honte plus grande encore, ne cessa pas d'être malade. Il ne put donc entreprendre le capitaine Bjarne sur la question du Sneffels, sur les moyens de communication, sur les facilités de transport, et dut remettre ses explications à son arrivée et passa tout son temps étendu dans sa cabine, dont les cloisons craquaient par les grands coups de tangage. Il faut l'avouer, il méritait un peu son sort. Le 11, nous relevâmes le cap Portland. Le temps clair alors permit d'apercevoir le Myrdalsjökull qui le domine. Le cap se compose d'un gros morne à pente roide et planté tout seul sur la plage. La Valkyrie se tient à une distance raisonnable des côtes et, en les prolongeant vers l'ouest, au milieu de nombreux troupeaux de baleines et de requins. Bientôt apparut un immense rocher percé à jour au travers duquel la mer écumeuse donnait avec furie. Les îlots de Westman semblèrent sortir de l'océan, comme une semée de rocs sur la plaine liquide. À partir de ce moment, la goélette prit du champ pour tourner à bonne distance le cap Reykjanes, qui forme l'angle occidental de l'Islande. La mer très forte empêchait mon oncle de monter sur le pont pour admirer ses côtes déchiquetées et battues par le vent du sud-ouest. 48 heures après, en sortant d'une tempête qui força la goélette de fuir à sec de toile, on releva dans l'est la balise de la pointe Skagen, dont les roches dangereuses se prolongent à une grande distance sous les flots. Un pilote islandais vint à bord et 3 heures plus tard, la Valkyrie mouillait devant Reykjavik dans la baie de Faxa. Le professeur sortit enfin de sa cabine, un peu pâle, un peu défait, mais toujours enthousiaste et avec un regard de satisfaction dans les yeux. La population de la ville, singulièrement intéressée par l'arrivée d'un navire dans lequel chacun a quelque chose à prendre, se groupait sur le quai. Mon oncle avait hâte d'abandonner sa prison flottante, pour ne pas dire son hôpital. Mais avant de quitter le pont de la goélette, il m'entraîna à l'avant, et là, du doigt, il montra à la partie septentrionale de la baie une haute montagne, à 2 pointes, un double cône couvert de neige éternelle. « Le Sneffels !» s'écria-t-il, « le Sneffels !» Puis, après m'avoir recommandé, du geste en silence absolu, il descendit dans le canot qui l'attendait. Je le suivis et bientôt nous foulions du pied le sol de l'Islande. Tout d'abord apparut un homme de bonne figure et revêtu d'un costume de général. Ce n'était cependant qu'un simple magistrat, le gouverneur de l'île, monsieur le baron Trimpe en personne. Le professeur reconnut à qui il avait affaire. Il remit au gouverneur ses lettres de Copenhague et il s'établit en danois une courte conversation à laquelle je demeurais absolument étranger. Et pour cause. Mais de ce premier entretien, il résulta ceci, que le baron Trimpe se mettait entièrement à la disposition du professeur Lidenbrock. Mon oncle reçut un accueil fort aimable du maire, M. Finsen, non moins militaire par le costume que le gouverneur, mais aussi pacifique par tempérament et par état. Quant au
coadjuteur, M. Picturson, y faisait actuellement une tournée épiscopale dans le bailliage du Nord. Nous devions renoncer provisoirement à lui être présentés. Mais un charmant homme, et dont le concours nous devine fort précieux, ce fut M. Fridriksson, professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik. Ce savant modeste ne parlait que l'islandais et le latin. Il vint m'offrir ses services dans la langue de race, et je sentis que nous étions faits pour nous comprendre. Ce fut en effet le seul personnage avec lequel je pus m'entretenir pendant mon séjour en Islande. Sur 3 chambres dont se composait sa maison, cet excellent homme a mis 2 à notre disposition, et bientôt nous y fûmes installés avec nos bagages, dont la quantité étonnant un peu les habitants de Reykjavik. « Eh bien, Axel, me dit mon oncle, cela va, et le plus difficile est fait. »« Comment le plus difficile ?» m'écriai-je. « Sans doute nous n'avons plus qu'à descendre. Si vous le prenez ainsi, vous avez raison, mais enfin... Après avoir descendu, il faudra remonter, j'imagine. Oh, cela ne m'inquiète guère. Voyons, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais me rendre à la bibliothèque, peut-être s'y trouve-t-il quelques manuscrits de Saknussemm, et je serai bien aise de le consulter. Alors, pendant ce temps, je vais visiter la ville. Est-ce que vous n'en ferez pas autant? Oh, cela m'intéresse médiocrement. Ce qui est curieux, dans cette terre d'Islande, n'est pas dessous, mais dessous. Je sortis et j'irai au hasard. S'égarer dans les 2 rues de Reykjavik n'eût pas été chose facile. Je ne fus donc pas obligé de demander mon chemin, ce qui, dans la langue des gestes, expose à beaucoup de mécomptes. La ville s'allonge sur un sol assez bas et marécageux entre deux collines. Une immense coulée de lave la couve d'un côté et descend en rampe assez douce vers la mer. De l'autre s'étend cette vaste baie de Faxa, bornée au nord par l'énorme glacier du Snæfell, et dans laquelle la Valkyrie se trouvait seule à l'ancre en ce moment. Ordinairement, les gardes-pêche anglais et français s'y tiennent mouillés au large, mais ils étaient alors en service sur les côtes orientales de l'île. La plus longue des 2 rues de Reykjavik est parallèle au rivage. Là demeurent les marchands et les négociants dans des cabanes de bois faites de poutres rouges horizontalement disposées. L'autre rue, située plus à l'ouest, court vers un petit lac entre les maisons de l'évêque et des autres personnages étrangers au commerce. J'eus bientôt arpenté ces voies mornes et tristes. J'entrevoyais parfois un bout de gazon décoloré comme un vieux tapis de laine râpé par l'usage, ou bien quelque apparence de verger dont les rares légumes, pommes de terre, choux et laitues eussent figuré à l'aise sur une table lilliputienne. Quelques giroflées maladives essayaient aussi de prendre un petit air de soleil. Vers le milieu de la rue non commerçante, je trouvai le cimetière public enclos d'un mur en terre, et dans lequel la place ne manquait pas. Puis en quelques enjambées, j'arrivai à la maison du gouverneur, une masure comparée à l'hôtel de ville de Hambourg, un palais auprès des huttes de la population islandaise. Entre le petit lac et la ville s'élevait l'église, bâtie dans le goût protestant et construite en pierre calcinée, dont les volcans font eux-mêmes les frais d'extraction. Par les grands vents d'ouest, son toit de tuiles rouges devait évidemment se disperser dans les airs, au grand dommage des fidèles. Sur une éminence voisine, j'aperçus l'école nationale où, comme je l'appris plus tard de notre hôte, on professait l'hébreu, l'anglais, le français et le danois, 4 langues dont, à ma honte, je ne connaissais pas le premier mot. J'aurais été le dernier des 40 élèves que comptait ce petit collège, et indigne de coucher avec eux dans ces armoires à 2 compartiments aux 2 plus délicats et tout frais dès la première nuit. En 3 heures, j'eus visité non seulement la ville, mais ses environs. L'aspect général en était singulièrement triste. Pas d'arbres, pas de végétation, pour ainsi dire. Partout les arêtes vives des rochers volcaniques. Les huttes des Islandais sont faites de terre et de tourbe, et leurs murs inclinés en dedans. Elles ressemblent à des toits posés sur le sol. Seulement ces toits sont des prairies relativement fécondes. Grâce à la chaleur de l'habitation, l'herbe y pousse avec assez de perfection, et on la fauche soigneusement à l'époque de la fenaison, sans quoi les animaux domestiques viendraient paître sur ces demeures verdoyantes. Pendant mon excursion, je rencontrai peu d'habitants. En revenant à la rue commerçante, je vis la plus grande partie de la population occupée à sécher, salie et chargée des morues, principal article d'exportation.
Les hommes paraissaient robustes, mais lourds, des espèces d'Allemands blonds à l'œil pensif qui se sentent un peu en dehors de l'humanité, pauvres, exilés, relégués, sur cette terre de glace dont la nature aurait bien dû faire des Esquimaux puisqu'elle les condamnait à vivre sur la limite du cercle polaire. J'essayais en vain de surprendre un sourire sur leur visage et riais quelquefois par une sorte de contraction involontaire des muscles, mais ne souriaient jamais. Leur costume consistait en une grossière vareuse de laine noire connue dans les pays scandinaves sous le nom de vadmel. Un chapeau à vaste bords, un pantalon à liseré rouge et un morceau de cuir replié en manière de chaussure. Les femmes à figure triste et résignée, d'un type assez agréable mais sans expression, étaient vêtues d'un corsage et d'une jupe de vadmel sombre. Filles, elles portaient sur leurs cheveux tressés en guirlande un petit bonnet de tricot brun. Mariées, elles entouraient leur tête d'un mouchoir de couleur surmonté d'un cimier de toile blanche. Après une bonne promenade, lorsque je rentrai dans la maison de M. Fridriksson, mon oncle s'y trouvait déjà accompagné de son hôte. Chapitre 10. Le dîner était prêt et fut dévoré avec avidité par le professeur Lidenbrock, dont la diète forcée du bord avait changé l'estomac en un gouffre profond. Ce repas plus danois qu'islandais n'eut rien de remarquable en lui-même, mais notre hôte, plus islandais que danois, me rappela les héros de l'antique hospitalité. Il me parut évident que nous étions chez lui plus que lui-même. La conversation se fit en langue indigène que mon oncle entremêlait d'allemand et M. Fridriksson de latin, afin que je puisse la comprendre. Elle roula sur des questions scientifiques, comme il convient à des savants, mais le professeur Lidenbrock se tint sur la plus excessive réserve et ses yeux me recommandaient à chaque phrase un silence absolu touchant nos projets à venir. Tout d'abord, M. Fridriksson s'enquit auprès de mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque. « Votre bibliothèque » s'écria ce dernier, « elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts. »« Comment » répondit M. Fridriksson, « nous possédons 8000 volumes dont beaucoup sont précieux et rares, des ouvrages en vieille langue scandinave et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année. Où prenez-vous ces 8000 volumes ? » « Pour mon compte ? Oh, monsieur Lidenbrock, il court le pays. On a le goût de l'étude dans notre vieille île de glace. Pas un fermier, pas un pêcheur qui ne sache lire et qui ne lise. Nous pensions que des livres, au lieu de moisir derrière une grille de fer, loin de regards curieux, sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs. Aussi ces volumes passent-ils de main en main, feuilletés, lus et relus, et souvent ils ne reviennent à leur rayon qu'après 1 an ou 2 d'absence. En attendant, répondit mon oncle avec un certain dépit, les étrangers, que voulez-vous ? Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque et avant tout, il faut que nos paysans s'instruisent. Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littéraire qui va bien. Des savants étrangers s'honorent d'en faire partie. Elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rend de véritables services au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, monsieur Lidenbrock, vous nous ferez le plus grand plaisir. Mon oncle, qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques, accepta avec une bonne grâce dont fut touché monsieur Fridriksson. Maintenant, reprit celui-ci, veuillez m'indiquer les livres que vous espérez trouver à notre bibliothèque, et je pourrai peut-être vous renseigner à leur égard. Je regardai mon oncle, il hésita à répondre, et cela touchait directement à ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il se décida à parler. « Monsieur Fridriksson, dit-il, je voulais savoir si, parmi les ouvrages anciens, vous possédiez ceux d'Arne Saknussemm. »« Arne Saknussemm, répondit le professeur de Reykjavik. Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ? Précisément. Une des gloires de la littérature et de la science islandaise, comme vous dites. Un homme illustre entre nous, je vous l'accorde, et dont l'audace égalait le génie. Je vois que vous le connaissez bien. » Mon oncle nageait dans la joie à entendre parler ainsi de son héros. Il dévorait des yeux M. Fridriksson. « Eh bien, demanda-t-il, ces ouvrages ? » ?»« Ah, ces ouvrages, nous ne les avons pas. »« Quoi ? En Islande ? »
Il n'existe ni en Islande ni ailleurs. Et pourquoi? Parce que Arne Saknussemm fut persécuté par cause d'hérésie et qu'en 1573, ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau. Très bien, parfait, s'écria mon oncle au grand scandale du professeur de sciences naturelles. Hein? Fit ce dernier. Oui, tout s'explique, tout s'enchaîne, tout est clair et je comprends pourquoi Saknussemm, mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie, a dû enfouir dans un incompréhensible cryptogramme le secret. Quel secret? Demanda vivement monsieur Fridriksson. Un secret dont répondit mon oncle en balbutiant. Est-ce que vous auriez quelques documents particuliers? Reprit notre hôte. Non, je faisais une pure supposition. Bien, répondit monsieur Fridriksson, qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de son interlocuteur. J'espère, ajouta-t-il, que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ses richesses minéralogiques. Certes, répondit mon oncle, mais j'arrive un peu tard, des savants ont déjà passé par ici. Oui, monsieur Lidenbrock, les travaux de messieurs Olafsen et Povelsen, exécutés par ordre du roi, les études du Troll, la mission scientifique de messieurs Guémard et Robert à bord de la corvette française La Recherche, et dernièrement les observations de savants embarqués sur la frégate La Reine Hortense ont puissamment contribué à la reconnaissance d'Islande. Mais croyez-moi, il y a encore à faire. Vous pensez? Demanda mon oncle d'un air bonhomme, en essayant de modérer l'éclair de ses yeux. Oui, que de montagnes, de glaciers, de volcans à étudier, qui sont peu connus. Et tenez, sans aller plus loin, voyez ce mont qui s'élève à l'horizon? C'est le Sneffels. Ah, fit mon oncle, le Sneffels. Oui, l'un des volcans les plus curieux et dont on visite rarement le cratère. Éteint? Oh, éteint depuis 500 ans. Eh bien, répondit mon oncle, qui se croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air. J'ai envie de commencer mes études géologiques par ce Sneffels. Fessel, comment dites-vous? Sneffels, reprit l'excellent monsieur Fridriksson. Cette partie de la conversation avait eu lieu en latin, j'avais tout compris. Je gardais à peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts. Il essayait de prendre un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable. Oui, fit-il, vos paroles me décident. Nous essayerons de gravir ce Sneffels, peut-être même d'étudier son cratère. Je regrette bien, répondit monsieur Fridriksson, que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter. Je vous aurais accompagné avec plaisir et profit. Oh non, non, répondit vivement mon oncle, nous ne voulons déranger personne, monsieur Fridriksson. Je vous remercie de tout mon cœur. La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession... J'aime à penser que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. Je vous approuve fort, monsieur Lidenbrock, dit-il, de commencer par ce volcan. Vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses. Mais dites-moi, comment comptez-vous gagner la presqu'île de Sneffels? Par mer, en traversant la baie. C'est la route la plus rapide. Sans doute, mais elle est impossible à prendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. Diable! Il faudra aller par terre, en suivant la côte. Ça sera plus long, mais plus intéressant. Bon, je verrai à me procurer un guide. J'en ai précisément un à vous offrir. Un homme sûr, intelligent? Oui, un habitant de la presqu'île. C'est un chasseur d'eider fort habile, et dont vous serez content et parle parfaitement le danois. Et quand pourrais-je le voir? Demain, si cela vous plaît. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est qu'il n'arrive que demain. À demain, donc, répondit mon oncle avec un soupir. Cette importante conversation se termina quelques instants plus tard par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes, entre autres l'histoire de Saknussemm, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition, et que dès le lendemain, un guide serait à ses ordres.